Et donc pour commencer, évidemment, Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance. Donc j'ai mis Winter is Coming après avoir discuté un petit peu avec toi, Wilfried, de ce dont on allait parler pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Winter is Coming, ça veut dire que t'es pas... Je suis pas d'un optimisme démesuré, voilà, exactement. D'un optimisme débridé. Sur quel fondamental... Quel est le point le plus important à regarder en ce moment? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Là. Alors, pour moi, le point important, après il y en a d'autres, mais le point vraiment important, c'est le fait qu'on a des conditions financières dans l'économie mondiale qui sont en train de se resserrer très fortement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des taux d'intérêt qui ont fortement remonté, qu'on a surtout une masse monétaire qui est en diminution, que ce soit dans la zone euro et également aux États-Unis, et que globalement, tout le mouvement dont on parle depuis déjà un an, de remontée très forte des taux d'intérêt, il est juste en train de commencer à infuser dans l'économie réelle, et on va avoir de plus en plus ce mouvement-là qui va contraindre les mécanismes financiers, les mécanismes de financement globalement de l'économie, qui fait que dans un contexte de ralentissement économique, on y viendra zone par zone, on n'a plus ce soutien qu'on a très longtemps eu. On a eu très longtemps un soutien en termes de crédit. Taux d'intérêt, ok, je pense que tout le monde l'a intégré. On voit les effets sur le secteur immobilier. Absolument. D'ailleurs, les effets sont mondiaux. Quand on entend l'État français ne fait rien, etc. Et tout. Mais il n'y a pas de Pinel en Allemagne. Non, voilà. Et non. le secteur immobilier s'effondre de la même façon. Exactement. Donc, heureusement que l'État ne fait rien, mais en même temps, il recommence à faire parce qu'il n'arrive pas à ne rien faire. C'est l'État français. Bon, je referme la parenthèse. Donc, ça, hausse des taux, aucun problème. Masse monétaire, là, je dois te dire que je ne maîtrise pas. Donc, il faut que tu m'expliques un petit peu ce que ça implique, ce rétrécissement de la masse monétaire. En fait, comment ça marche et ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que la masse monétaire se rétrécit? Quand on la prend au sens large, c'est le plus intéressant. La masse monétaire, quand on parle de on parle M1, M2, M3. M1, c'est les pièces et les billets, ça n'intéresse pas énormément de choses, pas énormément de gens. M2, vous rajoutez les comptes à vue, les comptes à terme. Et M3, c'est toute la partie crédit. Donc en fait, c'est toute la partie de financement à l'économie. Et toi, tu regardes M3, toi. Exactement. Et là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, sur la zone euro, on est sur un rythme de diminution de la masse monétaire de plus de 1% en annualisé. Alors, ça peut paraître faible, mais normalement, la masse monétaire progresse un peu plus vite que la croissance du PIB. Et quand on a en plus une inflation significative, ça voudrait dire qu'on devrait avoir une croissance de masse monétaire qui devrait être au moins de l'ordre de 4 à 5% en annualisé. Là, on est à moins 1. Inflation plus croissance croissance économique classique. Si on prend, on va dire ce que l'inflation va être dans les 12 prochains mois, plus ce que la croissance va être dans les 12 prochains mois, on devrait être effectivement autour de, on va dire 5%. On est sur une baisse de 1%. Une baisse de 1%, ça veut dire que c'est un vrai credit crunch. Exactement, ça veut dire qu'on contraint énormément l'économie et que lorsque l'on contraint sur une zone, c'est déjà embêtant, mais qu'on le voit arriver sur plusieurs zones, en particulier la zone euro et la zone Amérique et toute la zone dollar. Et ça, si cet élément-là venait seul, ce serait déjà embêtant parce que ça, c'est effectivement le contexte général dans lequel on évolue. Mais en plus, ça vient dans un contexte de ralentissement économique qui est quand même très puissant, très prononcé sur toutes les zones géographiques. On peut arriver, y compris d'ailleurs aux États-Unis, on commence à avoir des indicateurs qui sont quand même un petit peu plus inquiétants sur la partie Amérique. Et donc, si on prend ces deux éléments-là, ça nous donne effectivement un contexte qui est un contexte un petit peu angoissant, sur lequel, alors il ne faut pas se tromper, on a aussi quelques éléments évidemment dans l'économie mondiale. Un petit peu angoissé, Wilfried. On est angoissé. Là, on est angoissé ou on n'est pas angoissé, mais je suis pas sûr qu'on puisse être un petit peu angoissé. Là, tu es angoissé. On va dire l'angoisse monte. L'angoisse monte. L'angoisse monte parce que j'ai l'impression que les décideurs économiques n'ont pas réellement pris la mesure. Mais ils n'ont pas le choix, Wilfried. On a toujours. C'est ce que je disais sur l'immobilier. Ils n'ont pas le choix. Mais le choix en particulier de la part des banquiers centraux, il existe. Ce choix-là, le choix en termes de communication qui a été fait, et donc la communication des banquiers centraux est important parce qu'elle est performative. C'est une communication qui fait des choses. Absolument. Ils nous disent aujourd'hui, on a une approche asymétrique. C'est-à-dire, si j'ai des bonnes nouvelles sur l'inflation, les taux resteront très hauts. Si j'ai des mauvaises nouvelles sur l'inflation, je vais remonter encore mes taux. Ce qui serait plus adapté à la situation, c'est une approche symétrique. C'est-à-dire, si l'inflation baisse, on voit qu'elle baisse quand même assez sensiblement, alors je suis prêt à baisser les taux. Mais c'est ce qui va se passer, Wilfried. C'est peut-être ce qui va se passer. C'est ce que j'espère qui va se passer. Mais aujourd'hui... Mais tu peux pas le dire.
En fait, C'est ce qui va se passer, mais tu peux pas le dire. Tu peux pas avoir fait tout le boulot que tu as fait depuis la remontée des taux. C'est combien? C'est 18 mois maintenant? c'est mars 2022 pour les États-Unis et c'est juillet 2022 pour la BCE. Voilà, c'est ça. Donc 15 mois, Ouais. avec la violence qui est celle avec laquelle ça a été fait, Ouais. et lâché au milieu du guet. Enfin, c'est En- pas possible. en- Tu dois la tuer une bonne fois pour toutes, cette inflation. En fait, on n'est pas au milieu du guet, Stéphane. On est à la fin du guet. Bah oui. Mais si, mais en fait, c'est tout le débat. C'est tout le débat. C'est-à-dire, si effectivement, on pense Wilfried, qu'on au est au milieu printemps du guet, dernier, déjà, tu me disais qu'on était à la fin du guet. c'est vrai. Et on n'y était pas. Mais Et je me souviens très bien, tu voyais, tu disais, l'indicateur avancé, c'est les coûts de production en Chine. Les coûts de Exactement. production en Chine sont en train Mais- de baisser sensiblement. aux États-Unis, on a aujourd'hui une inflation qui est à 3%. L'inflation, aujourd'hui, elle est à 3%. Elle était à 9%, elle est à 3%. On peut dire qu'on n'est pas là, on n'est pas au bout du guet, on n'est quand même pas loin. Même cité sur des grèves qui vont se multiplier pour des rattrapages de conditions de salaire, etc. et qui peuvent te relancer la machine encore Non. aujourd'hui. Les salaires suivent. Quand on regarde qu'est-ce qui est un déterminant de quoi, les salaires suivent l'inflation et l'inflation ne suit jamais les salaires. Il y a des études très intéressantes de Shapiro de la Banque de New York qui montrent qu'effectivement, pour connaître l'évolution des salaires, il faut regarder l'évolution Tu de m'avais l'inflation. déjà dit ça, la boucle prix-salaire, pour toi, c'est une foutaise. Non, ça n'existe pas. Il y a un rattrapage. Et heureusement, il y a un rattrapage progressif. Sinon, on aurait quand même un léger problème de niveau de vie général dans nos économies. Là, on a effectivement un sujet qui est un sujet fondamental, qui est que tous les indicateurs, quand on regarde, tu parlais à l'instant de l'État français qui a tendance à intervenir énormément dans l'économie. Si on regarde des États qui n'interviennent que très peu dans l'économie, par exemple l'État néerlandais Ouais. intervient très peu dans l'économie. Ouais. Aujourd'hui, on est à des taux d'inflation aux Pays-Bas, pareil d'ailleurs en Espagne, en Europe, qui sont inférieurs à Ouais. 3%. L'Espagne est très spectaculaire aussi. Voilà, et on était à 16%, on est à 3%. Ouais, Ça y est, enfin, le mouvement il est fait. Et lorsque Christine Lagarde nous dit à Jackson Hole en août, le problème aujourd'hui de l'économie mondiale, magnifique discours d'ailleurs, le problème de l'économie mondiale, c'est un problème d'offre qui est perturbé, offre de travail, offre de financement, offre de biens et services. On est bien d'accord. Elle reconnaît en contrepoint que les banques centrales n'interviennent pas sur l'offre. Ils n'interviennent que sur la demande via le crédit. Tout à fait. Et donc là, il est nécessaire d'alléger la contrainte supplémentaire. Alors et là, je suis totalement d'accord avec toi. On a de nouveau des contraintes sur l'offre. On a de nouveau des contraintes sur le pétrole. On a de nouveau des contraintes potentielles sur l'approvisionnement de l'économie mondiale. Donc on pourrait avoir des indicateurs de l'inflation qui remontent, mais sans aucun lien avec un excès de demande. Aucun, au contraire. La demande est en train de baisser partout. Elle baisse en Chine, elle baisse en Europe, même aux États-Unis, elle est en train de baisser. Donc là, il est important de retrouver un certain équilibre pour alléger ce début d'angoisse. D'accord, mais qui c'est me quand même, saisit. moi tu peux le prendre dans tous les sens, c'est quand même cette baisse de demande qui à un moment peut te soulager la tension sur les prix. On est tous d'accord et on en a parlé l'année dernière et le débat était passionnant. C'est une inflation exogène, c'est une inflation qui vient d'en dehors de ta zone. De quoi t'as l'air à essayer de penser que tu peux la contrôler? Ben oui, mais en même temps, il faut que tu fasses le maximum de ce que tu peux faire pour essayer de la contrôler parce que c'est le vrai cancer de l'économie, l'inflation. Non, c'est pas vrai. Le vrai cancer de l'économie, ce serait une dépression. Parce que si on n'a aucune inflation, voire une déflation, et on a une économie en contraction, là, on a un véritable problème. Parce que contrairement à ce que disent les banquiers centraux, qui nous cessent de nous répéter, si jamais on a un souci de croissance et si on a un souci de ralentissement trop fort, on sait comment soutenir l'économie, ça ne marche pas. La seule façon de relancer l'économie et de contrer la déflation, ça a été d'avoir un déficit fiscal américain de 20%. Ouais. Voilà, c'est la seule solution. Et la question Et qui se ça, pose... tu dis impossible de le retrouver en année préélectorale. aux Exactement. États-Unis. Et la seule question qui se pose aujourd'hui, parce que tu as totalement raison sur le fait, l'objectif d'inflation et le fait de contraindre l'inflation par la demande, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce que le prix à payer pour ça, est-ce qu'il n'est pas disproportionné? Mon opinion profonde, c'est que le prix à payer pour ramener à toute force l'indicateur retardé qu'est l'inflation en dessous de 2%, il serait extraordinairement coûteux. Et ce prix-là, je pense qu'on n'est pas collectivement prêt à le payer. Pas de soutien budgétaire, hein, je le dis d'un mot, mais pas de soutien budgétaire aux États-Unis, qui est quand même ça. Exactement. Là-dessus, tu es constant, Wilfried, c'est le marché directeur. Tout à fait. On dirait un mot de la Chine, parce que les Républicains bloqueront de toute façon toute velléité de dépenses exceptionnelles. Exactement. Ouais. On le voit. On a des discussions budgétaires qui sont proprement insensées sur le fait qu'on peut avoir un blocage complet du budget américain pour un certain nombre de semaines parce que effectivement les républicains n'arrivent pas, y compris entre eux, à se mettre d'accord. On vient d'une situation, et ça il faut bien l'avoir en tête, on vient d'une situation sur les 12 derniers mois où le déficit primaire américain, donc déficit primaire ça veut dire hors paiement des intérêts, véritablement ce qui est injecté dans l'économie, c'est pour ça que c'est important, s'est accéléré
s'est creusé de 5% du PIB. 5%, ça veut dire qu'on a injecté 5% du PIB dans l'économie dans les 12 derniers mois. Du PIB américain. Du PIB américain. Ça veut dire quoi? C'est pas un détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour continuer ça, il faudrait qu'on ait de nouveau un relâchement des rênes budgétaires. On voit qu'on n'est pas du tout dans cette hypothèse-là aux États-Unis et dans les. Et puis on comprend très bien que les républicains ne laisseront pas faire. Exactement. Si ça donne une chance de réélection à Biden. Non, mais ça, donc, y a absolument ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un soutien monétaire qui est totalement à l'arrêt et qui est en restriction, et un soutien budgétaire qui va s'arrêter. Donc là, il faudrait qu'on ait un peu de bonnes nouvelles, au moins sur un de ces deux plans, et au moins sur une des zones géographiques. Quand on s'est quitté aussi au printemps dernier, tu avais une conviction que donc derrière je partageais évidemment, hein, puisque quand tu as une conviction, je la partage, qui était la relance chinoise. Et puis en fait, il n'y a pas de relance chinoise. Exactement. Et ça a été mon immense déception. C'est-à-dire que le raisonnement que j'avais tenu, c'était que la croissance économique était en très forte diminution en Chine, et que les impacts sociaux sur le pacte social chinois étaient tellement forts que Xi Jinping n'allait pas avoir d'autre solution que de relancer massivement la demande, à la fois en termes d'investissement, ce qu'on voit un tout petit peu en ce moment, mais surtout en termes de demande finale. Et ce qu'on voit régulièrement maintenant dans les discours de Xi Jinping, c'est qu'il refuse ça, systématiquement. Et pour lui, c'est la grandeur avant la croissance et la souveraineté avant la prospérité. Mais je ne comprends pas pourquoi ça s'opposerait, ça, à la grandeur et la croissance. Parce que pour lui, la grandeur, c'est la certitude de pouvoir financer ce qui est essentiel à la souveraineté. Et donc, il ne veut pas utiliser des ressources budgétaires et des ressources financières qu'il considère comme contraintes, à mon avis à tort, en disant « je ne veux pas recommencer l'erreur de 2008 ». Pour lui, 2008, le fameux plan de relance de 25% du PIB chinois qui a été injecté à la fois dans l'économie, qui nous a permis de sortir aussi de la crise de 2008, pour lui, c'était une erreur. Ça a fragilisé le système financier. Pour moi, ça n'en était pas une, parce que quand on regarde par exemple ce qui se passe avec le Japon, quand vous avez des dettes japonaises qui sont détenues par les Japonais, c'est pas un problème, et ça n'a jamais gêné les dirigeants chinois de ruiner leur peuple. Donc en fait, c'est pas un problème de se financer. Oui, et puis tu as quand même des réserves de change considérables qui permettent de financer tout ça. Mais en fait, par un espèce de retour à une orthodoxie budgétaire qui se veut un des piliers de la puissance, il refuse de relancer. Il va résister parce que ça y est, il est partout. C'est le chiffre qu'on avait, nous, au printemps dernier. C'est Laurence Daziano, d'ailleurs, la première, je m'en souviens, qui nous l'avait apporté. 20% de taux de chômage chez les jeunes, plus de 20% de taux de chômage chez les jeunes. C'est un chiffre compliqué à gérer quand même, hein, qu'on est en train de voir partout d'ailleurs, hein, avec des implications énormes. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le pacte social chinois qui s'effondre. Et d'ailleurs, pour ne plus gérer ce chiffre, maintenant, il est plus publié. Et voilà, il est plus publié. Voilà, exactement. Tellement il était compliqué à gérer. Et donc, ce qu'on voit effectivement, c'est aussi une des graines d'espoir quand même dans l'économie mondiale, c'est qu'on voit qu'on a un retour léger des investissements en Chine et des investissements dans les infrastructures. Ça, on le voit depuis un mois. On commence à avoir quelques pouces verts de ce côté-là, mais pas véritablement de relance de la demande finale chinoise. On commence à avoir un certain renouveau industriel, donc ça peut redémarrer un petit peu par là, mais pour moi, ce ne sera pas suffisant. J'ai toujours un truc là-dessus, Wilfried, on n'a pas souvent parlé ensemble, mais tout ce que tu viens de dire là, forcément, tu t'appuies sur les statistiques officielles pour le dire. Bien sûr. Et donc, il y a quand même une espèce de devoir de vérité des Chinois. Ils publient quand même des statistiques. D'ailleurs, même s'ils ils préfèrent arrêter de publier le taux de chômage des jeunes plutôt que de le bidonner. Ils pourraient sortir une statistique bidonnée, évidemment. Non, ça, ils le font pas. Non, ils le font pas. Ce qui sortent a quand même une certaine rigueur. Il faut analyser, mais une certaine rigueur. En revanche, ce qu'on voit depuis désormais, depuis Xi Jinping, hein, depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a de moins en moins de statistiques. C'est-à-dire que le volume de statistiques chinois est en train de baisser de façon très spectaculaire. On avait un champ statistique très très important, y compris dans les provinces chinoises, dans les régions, dans les communes, ce qui était une masse très importante à exploiter pour les chercheurs. On en a de moins en moins. Donc on sent que le pays aussi, de ce point de vue-là, se referme. Il ne veut pas aller jusqu'à bidonner les chiffres. Ce serait, je pense, une atteinte au mandat du Fils du Ciel, hein, qui doit quand même veiller à l'harmonie. Mais pour justement éviter de se mettre lui-même en difficulté, il publie de moins en moins. Et ça, c'est quand même le signal d'une confiance, je pense, relativement faible dans les fondamentaux économiques aujourd'hui du pays. Je me souviens que vous analysiez la réalité de la croissance à travers la consommation d'électricité, notamment, voilà. qui Donc était on une en a encore, précieuse. on a encore bon, ça veut dire parce que moi j'avais un peu l'impression quand même depuis 18 mois que c'était la récession la plus annoncée de l'histoire et qu'elle ne venait pas. Bon, il suffisait d'attendre, c'est ça que tu me dis. Patience et longueur de temps font plus que... En tout cas, les éléments sont là. On va avoir un renouveau probablement via l'industrie, mais je pense qu'il va falloir encore attendre un peu et que les prochains mois seront effectivement compliqués. Tu crois pas qu'à ce moment-là, la réaction des banques centrales sera
aussi rapide si finalement que ce qu'elle a été. En fait, je l'espère. Je l'espère, mais je vais être très modeste là-dessus. Je me suis tellement trompé sur cette nécessité absolue de la part des banquiers centraux de retrouver de l'équilibre et de retrouver effectivement une approche qui permette d'avoir à la fois la stabilité financière et la contrainte sur l'inflation, que j'en viens à douter effectivement de leur volonté vraiment de retrouver cet équilibre-là. Ouais, mais tu leur reproches d'être montés trop haut, trop fort. Oui. N'empêche qu'ils ont retrouvé de la marge de manœuvre. Une marge de manœuvre qu'on n'imaginait pas qu'ils puissent retrouver il y a 2 ans, quand on était encore en taux négatif et qu'on se demandait comment on allait en sortir. Je pense que le prix de cette marge de manœuvre a été extraordinairement élevé. Et si c'est On n'a pas commencé à le payer. et on est juste au début des conséquences. C'est ça un petit peu qui m'inquiète. Donc là, il est important effectivement que très rapidement la raison revienne et les équilibres reviennent. C'est effectivement ce que j'espère. Mais bon, attendre et voir, comme d'habitude. Bon, attendre, voir et se mettre à l'abri quand même. Hein, Un petit peu. Voilà. Et se quand même. mettre un petit peu. à Un petit peu. Mais j'en reviendrai optimiste, c'est promis, mais pas maintenant. Bon, Voilà. Wilfried Galland, donc, qui nous accompagnait. On va aller voir ce que ça donne, justement. Alors, non pas la valse des étiquettes, mais la valse des consommateurs autour de la grande distribution. Vous allez voir, les chiffres sont quand même assez impressionnants.